Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Contact! Oh! Miller and Mir, side to side. They Big bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 215. Beaucoup d'infos, beaucoup de rumeurs, on a donc branché les micros plus tôt que prévu et on se retrouve avec Pierre et Olivier pour faire un point sur l'actu. Comment ça va les garçons ? Salut Ophélie, salut à tous. Ça va. Super, ouais, beaucoup d'infos, ouais. C'est un peu le bordel même, on peut le dire. Ça va être chouette. Ouais, je suis d'accord avec Olivier, ça va être chouette. Et puis, toujours champion du monde, ça change pas. Il ne va pas s'arrêter de la saison. On va commencer tout de suite les garçons avec les petites fun facts. Comme ça, on passe dessus rapidement puisque c'est pas le plus intéressant, pas le plus croustillant de ce dont on va parler aujourd'hui. En prévision des Jeux Olympiques d'hiver qui vont se dérouler en Italie, on a pu voir pas mal de pilotes tenir la flamme olympique. Donc on a vu Bagnaia, Bezzecchi et aussi le père Simoncelli. Donc ça c'était un peu l'instant people. Et surtout dans les fun facts, on en a parlé rapidement en fin de saison, mais ça a pris de l'ampleur pendant la trêve puisqu'ils ont beaucoup communiqué dessus. Viñales a décidé de s'entraîner avec Lorenzo et il a déclaré il y a quelques jours que ça lui avait donné une nouvelle perspective sur son approche de la moto qu'il n'avait pas eu ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez de ce partenariat assez surprenant finalement ? On a deux beaux caractères qui s'entraînent ensemble, c'est c'est intéressant. Je remets pas en question le talent de Lorenzo, mais que les nouvelles motos, je sais pas, mais Moi, je suis plus sur l'aspect mental. Lorenzo, ça n'a jamais été un tendre. Alors, il a un ego énorme. Mais justement, il a un ego énorme et qu'il a fait que même dans les périodes plus dures, il était certain de réussir. Et Viñales, clairement, là-dessus, c'est une craquette, quoi. Je veux dire, dès que ça va pas, il s'effondre. Alors que Lorenzo, c'est un dur au mal, physiquement et mentalement, dans sa carrière. Donc, peut-être c'est sur ces aspects-là qui lui donne une nouvelle approche de la course ou d'une saison. Ouais, puis même sûrement en bord de piste, même si tu as des coachs, des personnes qui sont là pour étudier tes trajectoires, etc., tu n'auras jamais la même approche et le même regard qu'un ancien pilote de MotoGP. C'est forcément, c'est pas pour rien que Rossi, il est en bord de piste à chaque fois qu'il est sur une course avec les pilotes de la VR46. Il y a forcément une approche qui est différente, j'imagine, à ce niveau-là. c'est certain sur le plan mental, ouais, j'avais pas pensé à cet aspect. Je suis pas très réveillé, mais oui, sur le plan technique, en revanche, je me répète, hein, mais enfin, Viñales, c'est quand même déjà pas mal bourré de talent quand même, faut le reconnaître. Comme vous le disiez, je pense que c'est plus un problème de mental et à voir ce que ça va donner. Je pense pas que ça fasse de miracle, mais Ouais, c'est si toujours ça intéressant de voir un champion du monde avec un autre pilote, ouais. Et Viñales, va falloir qu'il se réveille un peu parce que mine de rien, il est en début de fin de carrière, hein. ouais, puis il faut espérer qu'au niveau du mental, ils prennent le positif de Lorenzo et pas le négatif parce que Ouais, sinon on n'est parce pas que sorti de l'auberge. c'est clairement à double tranchant là. Bon les garçons, on va enchaîner sur une autre news, mais je vais commencer par une devinette pour vous. Il a 2 bras, 2 jambes, il est espagnol et il est encore blessé. De qui on parle ? Bah, moi je sais. Martine. Ouais, Martine. Si t'avais dit français, j'aurais dit Gourcuff, mais Oh, C'est pas le même podcast, non, c'est pas le Olivier. même podcast, pardon. Mais oui, effectivement, Martin qui rate les tests de sepang puisqu'il est à nouveau blessé. Finalement, il va rivaliser avec Pedrosa sur le nombre de blessures à la fin de sa carrière. C'est aussi le cas pour Fermin Aldeguer, qui du coup loupe les tests. Et pour les deux, on n'est pas sûr qu'ils soient finalement disponibles pour le premier Grand Prix de la saison qui aura lieu fin mars. Donc c'est un peu compliqué pour les deux pilotes. Un peu une sensation de déjà vu pour Martin finalement. Ouais. ouais, en espérant que lors de sa remise en forme et sa réhabilitation, il se blesse pas à l'entraînement. Voilà. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, et puis surtout, il fait que ça, quoi. Ça commence à être compliqué. Son corps, au bout d'un moment, il va falloir qu'il puisse suivre aussi
Va falloir pouvoir suivre le rythme, des blessures, quoi. Après, pour Martin, c'est pas une blessure. Il s'est pas reblessé à l'entraînement. Il s'est fait réopérer sur 2 de ses anciennes blessures qui n'arrivaient pas à guérir complètement. Donc c'est le pourquoi de sa convalescence actuellement. Fermin Aldeguer, lui, s'est vraiment blessé à l'entraînement. Mais le fait est que bah, c'est dommage déjà dès le début de saison d'être indisponible parce qu'il aurait pas pu faire cette opération début décembre et pour déjà être un peu plus prêt. Enfin, je pense qu'il a attendu trop le dernier moment et peut-être qu'il avait pas envie de passer par la phase opération, ce que j'entends. Hein. Mais voilà, c'est dommage. Puis ça facilite pas sa relation avec Aprilia non plus. Ah non, c'est clair. Il y a des grosses infos sur les rumeurs, de mercato et de contrat. On va les garder pour la fin parce que je pense que c'est les choses dont on va avoir le plus à dire. Pierre, toi qui es notre expert, FIM, réglementation et qui prend un plaisir fou à lire, des dossiers de 200 pages, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les infos, réglementation qui sont sorties ces dernières, semaines? J'allais dire mois, mais finalement ça s'est accéléré avec le Ouais. début de l'année. Alors déjà, il y a eu l'annonce de la FIM et qui sera appliquée dans tous les championnats de l'interdiction de relancer la moto depuis les dégagements, les bacs à sable. Et du coup, si on a fait une chute ou en tout cas, à partir du moment où le moteur s'est coupé. Potentiellement, si la moto et le pilote sont dégagés et que derrière les pneus, il redémarre avec l'aide des commissaires, oui, il a le droit de repartir. Mais du coup, il aura perdu un temps tellement fou que c'est pas sûr que ça vaille le coup. La question que je pose, c'est est-ce que c'est une sorte de jurisprudence Fabio Quartararo on se souvient qu'au GP de France 2025, il avait une altercation avec les commissaires qui lui disaient de sortir et il a tout tenté pour essayer de repartir une fois qu'il était tombé. En tout cas, c'est pas arrivé qu'à lui et souvent c'est dangereux en fait parce que tu restes là debout dans les bacs et ça peut être s'il y a un suraccident, c'est dangereux. Je pense que ça va compliquer les choses entre guillemets pour les pilotes parce que ça va leur créer beaucoup de frustration de pas pouvoir repartir, comme on a l'habitude de les voir, faire sur les courses. Mais au moins là, c'est quadrillé et il y aura plus de débat à avoir, à ce niveau-là pour les pilotes et surtout ça va ajouter de la sécurité pour les personnes qui sont en bord de piste, pour les commissaires de piste qui doivent intervenir. On l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans toutes les catégories finalement, au Mans avec, Fenati qui tombe, et qui s'énerve contre les commissaires parce que les commissaires l'empêchent de partir alors que la moto elle était déchiquetée. Enfin, c'est des situations, qui font que ça les met en danger eux. Et je pense que c'était nécessaire et que finalement, dans les nouvelles réglementations, que peuvent, mettre en place la FIM, la Dorna et cetera, en MotoGP, il y a des choses à prendre, et des choses à laisser, mais quand ça concerne la sécurité, autant des pilotes, que des commissaires, il y a pas à discuter, c'est nécessaire et il faut pas faire autrement et c'est étonnant que ce soit pas une règle qui existe déjà, en fait, finalement. Donc, comme tu l'as dit, Pierre, c'est sûrement jurisprudence après ce qui s'est passé au Mans et ça ferait sens puisque Fabio Quartararo était quand même, assis contre le muret, c'était pas la plus intelligente des choses à faire après ce qui s'était passé pour lui, quoi. Je te rejoins complètement, Ophélie. Tant que ça va dans le bon sens, niveau sécurité, pour moi, il y a rien à dire. Alors c'est clair que c'était rigolo de voir les images des pilotes qui essaient de remonter sur une moto, déchiquetée. En tout cas bien amochée, en essayant de redémarrer, mais ça n'a aucun intérêt sur le plan de la course et à part mettre en danger tout le monde, le pilote lui-même et tout et ça rejoint un peu les débats qu'on avait eus sur, les potentielles commotions cérébrales qui se prennent quand ils chutent. A priori, on se dit si la moto est dans un sale état, c'est que le pilote n'est pas dans un bon état aussi, et qu'il essaye de redémarrer avec une potentielle commotion cérébrale, ça peut mettre aussi en danger le pilote en question, pendant pendant qu'il revient sur le circuit, et pendant, le reste de la course, si elle arrive à revenir sur le circuit, donc c'est clairement une bonne chose aussi à ce niveau-là. Ouais, puis finalement, je pense qu'on n'a pas de vraies stats là-dessus, mais combien de pilotes, qui ont eu, le moteur qui s'est coupé, ont vraiment pu repartir et revenir aux avant-postes? Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, donc c'est quand même à la marge. Il y avait, d'autres choses sur les nouvelles, réglementations et les nouvelles, instaurations de la FIM, Pierre? Oui, alors du coup, c'est
pas vraiment une nouvelle règle. Ils en sont pas encore là, mais il y a du progrès. La FIM a officiellement publié un guide de 22 pages à destination de tous les acteurs du sport moto, donc les pilotes, les commissaires de piste, les médecins, la direction de course, les directeurs d'équipe, sur justement, en parlait Olivier, les commotions cérébrales, comment les détecter à la suite d'une chute, les symptômes et les préconisations à appliquer dans chaque cas suivant le nombre de symptômes ou le type de symptômes lorsque le pilote subit une commotion cérébrale. Ça va du temps de récupération minimum obligatoire à faire ce qui s'appelle une radio du cerveau, etc. Donc c'est très détaillé, c'est très facile à comprendre parce que c'est un guide avec beaucoup avec une belle charte graphique, etc. C'est pas que du texte brut. Et du coup, voilà, à voir comment ça sera suivi dans les différents championnats, notamment en MotoGP. Encore une fois, c'est pas une obligation, c'est des recommandations. Donc, mais en tout cas, ça va dans le bon sens, selon moi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Encore une fois, c'est dommage que ça ait pris autant de temps et qu'il y ait eu autant de problèmes pour les pilotes pour que ce soit mis en place, mais il faut quand même saluer l'initiative et avoir conscience que ça pourra apporter que du positif pour leur sécurité et c'est nécessaire finalement. Ouais, en espérant qu'ils remettent aussi, du coup en question, toute la procédure de fit and fit, hein, parce que c'est bien joli de mettre ça, mais si après, enfin je suis ravi qu'ils aient mis ça en place et je l'ai dit tout à l'heure, nous c'est un sujet dont on aime bien parler dans C'est qui en pôle, c'est l'histoire de des commotions cérébrales dans le sport moto. Et là, il faut aussi qu'ils remettent en question, je pense, ce que je disais, leur procédure de fit and fit à la suite d'un accident, parce que ça concerne aussi la direction de course, et les directions de course, la Dorna évidemment et les médecins, mais ça on l'a dit. Il faut que ça soit aussi suivi des faits, après, je pense, «dans le dur» entre guillemets. Ouais, j'espère que ça nous évitera de revoir des images comme Raúl Fernandez avec des hématomes sur le visage qui est prêt à repartir à partir rouler quoi. On va enchaîner pour pouvoir ensuite rentrer dans le vif du sujet. Pierre, un dernier point que tu avais noté qui concernait les pneus. Oui, alors Michelin a annoncé qu'ils allaient simplifier, selon eux, c'est l'allocation de pneus avant pour la saison 2026 en MotoGP. Donc, au lieu de 3 spécifications pour les pneus avant comme précédemment ces dernières années, il n'y en aura plus que 2 sur la majorité des grands prix. Il y aura peut-être quelques exceptions suivant le type de grand prix. Et par contre, au lieu de 5 pneus maximum par spécification, maintenant ce sera 7. Donc il y a moins de spécifications, mais il y a plus de pneus par spécification. Moi, j'évalue ça, parce qu'on me demande pas mon avis, mais non, moi Comment j'évalue. ça, il t'appelle pas pour savoir si ça t'intéresse, Pierre? Non, mais c'est un désengagement progressif de Michelin dans la Oui, compétition et réduction des coûts vu de la c'est ça, sortie en 2027, c'est c'est que logique. ça. Mmh, complètement. Et en plus, c'est écrit dans la majorité des grands prix, hein. C'est-à-dire que potentiellement, ils vont essayer de refourguer des pneus, peut-être, enfin refourguer, c'est peut-être un peu familier, mais heu, mais refiler des spécificités, un peu à part pour soit des circuits qui roulent plus à gauche. Je pense aux Ring typiquement, où là, peut-être qu'ils vont pouvoir, créer, une spec en plus parce que les deux specs existantes vont pas suffire. Mais ouais, enfin, on sent qu'ils sont sur le départ, pardon, et c'est pas illogique au final. Ils vont pas continuer à investir des millions ou des centaines de milliers d'euros Tout à fait. dans de nouvelles specs. Ouais. Et voilà, du coup, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont en Grand Prix. Je crois que depuis 2015, ils ont quand même, je pense, statistiquement, une vue de ce que préfèrent les pilotes et les teams. Et probablement que sur la majorité des Grands Prix, ils sont estimés que s'il y avait que 2 specs, ça satisferait la majorité parce que c'était les specs les plus demandés à chaque fois. Ouais. Et du coup, ça implique, ça confirme encore plus l'arrivée de Pirelli dans le championnat. Oui, tout à fait. On a le calendrier officiel des tests 2026 qui sont sortis. Donc évidemment les tests MotoGP avec Sepang, Buriram et les autres.
Mais on a aussi 2 tests officiels pour les pneus Pirelli 2027 qui sont prévus à Brno et en Autriche, donc courant juin et courant septembre pour tous les teams MotoGP qui puissent tester ce nouveau pneu. L'info que j'ai pas, et là c'est ouvert, c'est si ce se fera sur les protos actuels ou si ce se fera sur les protos 2027. Et il nous laisse des infos pour l'épisode de pré-saison comme ça. Non, mais c'est une bonne chose de savoir qu'il y a des dates qui arrivent parce que ça nous donnera aussi des informations. C'est bête, mais quand on va voir Toprak rouler, lui qui est un habitué des Pirelli finalement sur la moto, après c'est pas du tout les mêmes motos, etc. Mais ça aura forcément un intérêt. Est-ce que ça va Euh, pas justement pousser les écuries à pousser justement pour faire leur modèle 2027 avec les changements de réglementation juste pour les tests pneus et du coup mettre un peu de côté cette saison, moi c'est ce qui me fait un peu peur, hein, j'avoue. Faut pas se leurrer. Pour moi, c'est une saison de transition. Il y aura moins d'enjeux sur les motos et sur le développement des motos, c'est évident. Il y aura moins d'investissement de la part des marques. C'est ce qui s'est passé sur le dernier changement entre 2001-2002 et bon, il y avait Rossi, c'était encore une autre histoire de niveau et de maîtrise des motos, mais les teams avaient forcément moins d'intérêt à y mettre de l'argent. Ouais, du coup ça va être que du pur pilotage et ça va peut-être être intéressant aussi. Peut-être qu'on verra que Marquez est nul et qu'en fait, il ne se sert que de l'électronique. Bien sûr. Parce que c'est que ça son talent, les garçons. Oui, bien sûr, oui. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. La raison qui nous a fait allumer les micros hier, puisque visiblement, il fallait poser une journée de congé, tellement d'infos et de rumeurs sont sorties. Je vous les donne et après on en parle. La première, c'est que dans les dernières interviews entre Ducati et Marquez, les deux parties semblaient très proches de renouveler pour une saison 2027 et même une saison 2028, donc pour 2 ans, ce qui n'étonnera personne finalement vu des performances de l'Espagnol. Et puis c'était un peu le jeu des chaises musicales et des contre-Uno hier, puisque la première annonce qui est sortie a été que peut-être que Quartararo aurait signé au FRC pour 2027 et 2028. On parle même déjà de montants de salaire et de négociations tellement les gens en ont parlé. Et puis c'est suivi un petit contre-Uno de la part de Yamaha avec la rumeur de l'arrivée de Martin chez le team en 2027. Et puis on a fini la journée avec une rumeur mais qui traîne depuis des semaines, la potentielle signature d'Acosta au sein du team Ducati en 2027, ce qui nous donnerait un line-up Marquez et Pedro Acosta qui serait pas un des pires line-up qu'on a pu avoir en MotoGP. À noter quand même que certaines de ces rumeurs viennent du site Motorsport qui n'a pas l'habitude de donner des infos erronées. Et surtout, ces infos viennent du coup d'un journaliste qui s'appelle Garcia Casanova et qui est un des journalistes qui a bien souvent le plus d'infos du paddock et qui donne rarement de fake news, donc je pense qu'il y a des choses à apprendre là-dedans. En tout cas, il faut quand même mettre un point d'honneur sur le fait que rien n'est confirmé, mais ça fait parler et c'est pour ça qu'on avait envie d'allumer les micros. Pierre, toutes ces rumeurs, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je rajouterais que potentiellement, si Acosta part, Viñales est envisageant Team Usine KTM aussi. Hem, ce que j'en pense que la seule chose qui m'a l'air sérieux pour avoir regardé les interviews du lancement de saison du team officiel Ducati, c'est que Marc Marquez et le team officiel Ducati semblent à 90% sur une prolongation. A priori, il resterait que des points de détail. Donc ça, vu qu'ils l'ont, que ce soit le pilote ou le team l'ont exprimé par voie officielle, ça semble en bonne voie. Le reste, vous l'avez dit, ce sont des rumeurs. Ceci dit, ce sont des rumeurs plausibles, hein, quand on les regarde. Voilà, Martin, qui veut peut-être enfin dans sa vie un gros salaire, bah, peut-être qu'il ira le chercher, chez Yamaha qui a les moyens, et qui est un team usine. Quartararo après, 4 ans à tergiverser, il aurait enfin pris sa décision pour aller dans un team usine aussi et qui peut, s'aligner sur le salaire actuel qu'il a chez Yamaha. Acosta, chez Ducati officiel,
C'est pas ma préférence, vous vous en doutez, mais c'est aussi un move, un move qui peut paraître logique au vu du talent du bonhomme, et sa volonté à lui d'avoir enfin une moto à la hauteur de son talent. Donc c'est des rumeurs, qui se font sens, mais encore une fois, ça peut être totalement autre chose, finalement ce mercato. C'était assez intense hier, sur toutes ces, annonces. En tout cas Quartararo Cherset, si ça se fait, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Dans la com qu'il y a eu quand même autour de Yamaha et Quartararo, il y a Tom Mauban, qui du coup maintenant est le manager de Quartararo, qui a déclaré: «La seule chose que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a des discussions avec des équipes. Honda en fait partie, mais aujourd'hui rien n'est signé». Ça a quand même un peu tendance à nous rappeler un certain Zarco avec Ducati et le FRC finalement, cette déclaration. Bah, je pense que c'est beaucoup trop tôt. C'est Et le surtout qu'au début, pour la petite blague, on pensait que c'était même 2026 parce que Motorsport s'était gouré sur, sur son article et moi je lui ai dit mais c'est juste impossible. Enfin niveau contractuellement et tout, ça me semble impossible qu'il rompe comme ça à quelques semaines seulement du premier GP et même 2027. Bon à la limite 2027, mais pff, c'est tellement énorme. Mais c'est surtout que c'est devenu tellement énorme une fois qu'on a appris le coup du Martin chez Yam en 2027 aussi, parce que c'était parce vraiment que le contre Uno, quoi. oui voilà c'est ça, parce que quand on a appris Quartaro à Charson, on se dit bon bah du coup pour remplacer Yamaha, on se commençait à se marrer. Moi je me disais bon les Vietti ça va être rigolo et genre quelques heures plus tard ah non Martin chez Yamaha quoi mais ça n'a aucun putain de sens. Bon bah je pense qu'il faut qu'on se calme un peu et qu'on attende les trucs officiels. Après Acosta pour le coup ça me semble moins déconnant. Ouais, Mais après, c'est ce que je vous disais en off, avant qu'on commence à enregistrer, mais MotoGP, a publié une vidéo, il y a une demi-heure, au moment où on enregistre, de Quartararo dans laquelle il lui demande, du coup ces rumeurs chez Honda et il répond, que ça parle trop et qu'il faut se concentrer sur, ce dont il faut se concentrer. Mais il a un sourire jusqu'aux oreilles, enfin il a vraiment, tu sais, l'air malicieux de celui qui a envie de dire des choses mais qui ne le dira pas, donc c'est assez drôle à voir. surtout Et moi qu'il a moi ce sûrement qui signé un accord de confidentialité, hein ah mais c'est sûr, blindé. tu Donc l'ambiance chez Yamaha, tu arrives: «Bah, salut les gars, en fait, je vous ai fait chier pendant des années pour avoir un V4. J'ai mis à feu et à sang, le team dans les médias et puis finalement, je me casse». Mais c'est surtout que, sur le site MotoGP hier, ils ont publié, une bannière avec écrit, «Départ de Quartararo chez Honda» et cetera. Et en fait, quand tu cliquais sur, l'article était vide, et c'était uniquement sur le site en anglais et ça a été supprimé, dans le quart d'heure qui a suivi, quoi. Donc je pense que C'était malvenu pour le compte officiel, par les rumeurs, avec les contrats qu'ils ont avec les teams et les millions que les teams y mettent, que ce soit, Yamaha ou Honda qui ait passé un coup de fil, à la Dorna, c'est normal que ah beh, puis ça se soit arrêté. potentiellement, c'est avéré, mais c'est dans les contrats pas encore, possible de le dévoiler. C'est peut-être juste que ça a fuité et que ça aurait pas dû fuiter comme ça. Après, pour moi, le fait que Quartararo parte, je trouve pas ça choquant, dans la mesure où ça fait quand même un moment qu'il est là-bas, il en a marre, il avait envie de voir autre chose et cetera, ça s'entend. Et pareil pour Martin. Pour Martin, de toute façon, c'est une relation qui est vouée à l'échec avec Aprilia. Ça a été trop compliqué entre eux l'année dernière, il a pas mis les moyens là où il devait, pour se concentrer, sur l'évolution du team et de la moto. Je suis pas plus étonnée que ça, si c'était officialisé finalement. juste je souhaite bon courage à Honda pour gérer, si c'est avéré, pour gérer, les émotions de Quartaro. Ah, je pense que si tu as Alberto Puig en face de toi, tu fais moins le malin quand même, hein. J'en sais rien. En vrai, parce que Yamaha, c'est quand même pas une petite équipe, même s'ils font des résultats moyens depuis quelques saisons, c'est quand même pas la petite équipe, ils ont des gros moyens, quand tu vois le comportement de Quartaro qui dit qu'en gros sa moto c'est de la merde, heu, Ils ont trop laissé faire, Quartararo selon moi mais chez ouais, Honda, ouais, ce sans sera doute, pas la hein. même. Chez Honda, ce sera pas la même. Je pense qu'il sera rappelé à l'ordre s'il y a ce genre de sortie. Après encore une fois qu'il critique sa moto, mais qu'il parle, qu'en tant qu'équipe, ils doivent progresser et cetera. Oui, mais toujours se différencier. Moi je suis bon, mais c'est la moto Ouais, qui est c'est ça mauvaise. qui est Voilà, insupportable, ouais. ouais. Je pense qu'on a fait le tour du coup les garçons, sauf si vous avez quelque chose à rajouter?
J'en profite pour glisser un petit merci pendant cet épisode à Thomas Morcelino, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire dans les derniers épisodes qu'on a fait tous ensemble, qui nous a gentiment envoyé son dernier livre qui s'appelle Le Grand Livre de la moto, qui est un livre déjà très gros, plein d'informations et qui repasse des premières compétitions à l'histoire du MotoGP. On va parler des courses tout-terrain, des machines emblématiques, enfin de plein de pilotes, enfin vraiment des pilotes dont on a presque oublié leur existence tellement ils font partie du début et des murs du sport. Donc Leslie Graham, enfin Kenny Roberts, Paris Finn, etc. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont découvert le MotoGP il y a peu de temps et qui savent pas qui sont ces gens extraordinaires. Donc il a eu la gentillesse de nous envoyer son livre qui est pour les gens comme moi accros aux stats et à toutes les petites anecdotes, une pépite. Donc voilà, on voulait profiter de cet épisode pour le remercier et vous conseiller vivement d'aller le lire. Merci Thomas. Merci Thomas. Et puis nous les garçons, on se retrouve bientôt dans un épisode de pré-saison puisque ça va venir très vite. Le premier Grand Prix est fin mars. En attendant, pour nos auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. et même sur YouTube et venir discuter avec nous sur Twitter, Discord, Facebook et même maintenant le canal WhatsApp. Merci beaucoup les garçons et je vous dis à très vite. Merci. À Merci, plus tard. ciao.